Bonjour tout le monde. Je suis désolée que je ne pouvais pas être là en présentiel aujourd'hui. Je vois que vous étiez un peu speedé pour finir. Je vois des tasses de café. Je suis désolée pour ça. Mais bon, je me présente. Je suis Vicky Kaladis. Je travaille à l'Institut des neurosciences de Montpellier, où je dirige l'équipe Vision. Et cette équipe est dédiée aux maladies rétiniennes héréditaires. Donc, pour présenter l'équipe, l'équipe est composée de 3 groupes. Le premier groupe est celle d'Isabelle Meunier, c'est le groupe clinique, qui est également Centre national de référence des maladies rares et donc qui s'occupe de la diagnostic clinique de ces maladies. Il y a un deuxième groupe qui est celle de Anne-Françoise Roux, qui c'est le groupe génétique, et ce groupe est également laboratoire biologie médicale de référence et s'occupe de tout ce qui est diagnostic moléculaire de ces maladies. Et enfin, il y a le troisième groupe qui est celle qui est purement recherche que j'anime, et ce groupe est dédié à l'étude de physiopathologie et de développer des thérapies pour ces maladies. Donc, nos 3 groupes sont en constante communication et interaction, ce qui nous permet de garder nos projets aussi pertinents cliniquement que possible. Donc, comme vous avez entendu ce matin, les maladies rétiniennes héréditaires concernent le rétine postérieure. Donc, ils sont caractérisés par une dégénérescence des photorécepteurs et de son tissu de soutien, l'épithélium pigmentaire rétinien. Isabelle Odo vous a fait une très belle synthèse de ces maladies. Donc, je vais juste dire que, comme elle a dit, la plupart sont progressives et souvent, ces maladies sont classifiées par rapport au type de photorécepteurs qui dégénèrent d'abord. Donc, si c'est d'abord des bâtonnets responsables de notre vision nocturne et périphérique, on a souvent des maladies bâtonnets-cônes. Et si c'est des cônes qui sont responsables de notre vision centrale, on a des maladies cônes-bâtonnets. Et comme vous avez également entendu, ces maladies sont très, très hétérogènes sur le plan clinique. Ils peuvent avoir une évolution en sévérité variable. Et ceci donne des défis pour leur compréhension. Et vous avez également entendu qu'ils sont très hétérogènes sur le plan génétique, avec à peu près 300 gènes en cause. Donc, ceci également soulève des défis pour développer des traitements. Et il y a un autre petit challenge aussi, c'est parfois des modèles qu'on peut utiliser pour les étudier. Et jusqu'à récemment, c'était principalement que des modèles de souris qu'on utilisait. C'est des modèles qu'on génère pour une gène particulière. Mais le petit inconvénient de ces modèles, c'est que la structure de l'œil de la souris n'est pas pareille que celle chez l'homme. Et en plus, la distribution des photorécepteurs diffère aussi. Et aussi, la taille de l'œil de souris est 7 fois plus petite que celle de chez l'homme. Donc, parfois, pour évaluer l'efficacité des thérapies, ce n'est pas optimal. Donc, plus récemment, ce qui était une vraie révolution, c'est qu'on a pu développer des modèles qui permettent à étudier ces maladies vraiment dans les cellules de patients atteintes, donc dans les cellules rétiniennes. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'évidemment, on ne prend pas les cellules rétiniennes de patients, mais on peut les générer à partir de ce qu'on appelle des cellules souches, et en particulier des cellules souches pluripotentes induites. Donc, c'est l'approche que nous favorisons au laboratoire. Isabelle Odo a touché dessus brièvement tout à l'heure. Donc, en fait, pour ça, on prend des biopsies de peau via Myelolia de patients avec des mutations ou des altérations dans des gènes qui nous intéressent. On prend ce morceau de peau, on le met en culture et on isole les cellules de cellules. Et ces cellules de peau, on les traite. Et on les traite pour qu'ils perdent les caractéristiques de peau et on les amène, si on veut, à un état de bébé. Ça s'appelle des cellules souches. Donc, en les ramenant à cet état bébé, on peut les faire repartir dans la vie vers un nouveau destin. Et nous, on les amène vers la rétine. Donc, on génère soit le tissu de soutien, l'épithélium pigmentaire rétinien,
soit des organoïdes rétiniennes qui contiennent, eux, tout au bord, aux surfaces, une couche de photorécepteurs. Et ces modèles sont très puissants parce que comme ils ont le même défaut génique que chez le patient, ils sont un outil très, très puissant pour pour comprendre la maladie et pour développer des traitements. Et de cette façon, nous espérons revenir à nouveau chez les patients avec ces potentiels nouveaux traitements. Donc, au laboratoire, on étudie on étudie 4 gènes qui touchent en première l'épithélium pigmentaire rétinien. Et ceci s'ajoute 12 gènes qui étaient étudiés depuis 2012 dans d'autres laboratoires dans le monde entier. Et au niveau organoïde, nous, on étudie 5 gènes différents. Et à nouveau, il y a à peu près 19 différents gènes qui étaient également étudiés avec ce modèle. Donc, ce que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais je vais juste vous dire brièvement, c'est que ces gènes, ils donnent des formes différentes des maladies. Donc, comme on a entendu avec Béatrice, un gène peut donner plusieurs formes cliniques. Et c'est une des choses qui nous intéresse au laboratoire, c'est d'utiliser ces modèles pour comprendre comment ça se fait qu'on peut avoir ces différentes formes cliniques. Et on voit, en utilisant ces organoïdes, on peut, si on génère des organoïdes de patients avec des formes cliniques différentes, on retrouve des différences au niveau des photorécepteurs dans les organoïdes. Donc, ils sont vraiment extrêmement sensibles. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous parler de les utiliser pour développer des nouveaux traitements. Et Isabelle avait fait une très belle synthèse tout à l'heure à propos des différentes approches thérapeutiques. Et comme elle a dit, l'approche qu'on va utiliser va vraiment dépendre du stade de la maladie. Et donc, si nous avons des photorécepteurs qui ne sont pas dégénérés, mais qui sont juste pas fonctionnels, on peut imaginer de faire des thérapies telles que les thérapies géniques, qui sont de plusieurs types, mais qui visent à redonner un peu une fonction à une cellule qui est un peu dormante, si on veut. Mais si les cellules dégénèrent, après, il faut qu'on fasse des approches plutôt, par exemple, comme la thérapie cellulaire, qui vise à remplacer les tissus qui dégénèrent. Et en fait, ces cellules souches, ces modèles dérivés des cellules souches, ils sont également source de cellules pour ces transplantations cellulaires. Mais je vais vous parler plutôt aujourd'hui de ce qu'on appelle le remplacement génique. Donc, Isabelle l'avait introduit tout à l'heure. Le remplacement génique vise à remettre dans une cellule une copie saine d'un gène qui est altéré et qui ne fonctionne pas. Et si nous faisons ça, on peut mettre le gène dans la cellule et ce gène va produire une protéine parce que c'est ça que tous les gènes font. Et cette protéine va permettre à la cellule à nouveau d'être fonctionnelle parce qu'avant, cette protéine ne marchait pas. Et donc, en fait, c'est une façon de vraiment traiter la cause de la maladie. Et comme on a dit aussi, c'est pour amener un gène dans une cellule, on ne peut pas juste l'ajouter comme ça, il faut un véhicule. Et ce véhicule est souvent, mais pas seulement, dérivé des virus. Parce que les virus, ils ont bien compris comment rentrer dans nos cellules, parce que c'est comme ça qu'ils nous rendent malades. Mais quand on génère un véhicule dérivé d'un virus, en fait, on enlève tout ce qui peut nous rendre malades et on met à la place que les gènes qui nous intéressent. Et à ce moment-là, il ne s'appelle plus un virus, il s'appelle un vecteur viral. Et le vecteur viral le plus utilisé, c'est un vecteur qui s'appelle AAV. Et on l'utilise parce qu'il est vraiment sans risque pour l'homme et qu'il élicite très peu de réponse immunitaire. Mais il a un petit inconvénient, et ceci est que c'est un vecteur, un virus qui est très petit. Et donc, on ne peut que mettre des petits gènes. Et Isabelle a montré tous les essais cliniques qui sont faits au monde avec ce vecteur, donc ce n'est pas bloquant non plus. Tous ces gènes, ils ont
Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous petits. Mais le problème arrive, qu'est-ce qui se passe quand on a des grands gènes? Et c'est vrai, il y a des gènes qui sont tellement grands, on peut imaginer essayer de mettre un éléphant dans un décapotable. Ça ne peut pas rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout, c'est important parce que beaucoup des gènes qui sont responsables de maladies rétiniennes sont les gènes qui sont le plus prévalents, le plus fréquemment mutés, ils sont tous des grands gènes. Par exemple, on peut prendre UH2A et AIS, c'est les gènes le plus commun, le muté le plus fréquemment dans les maladies bâtonnet-cône. Et il y a le gène ABCA4 qui est le plus fréquemment muté dans le gène dans les maladies cône-bâtonnet. Donc, c'est vraiment important de les traiter. Et il y a une possibilité que Isabelle en a parlé, c'est de prendre ces gènes et les diviser en deux et les amener dans la rétine dans deux véhicules séparés. La difficulté avec ça, c'est que dès qu'on veut mettre deux choses dans la rétine au lieu d'un seul, ben, automatiquement, on diminue l'efficacité. Et donc là, il faut qu'il y ait deux vecteurs qui rentrent tous les deux dans la même cellule et qu'ensuite, ils expriment les deux moitiés du gène et le mettre ensemble. Et tout ça, à chaque étape, c'est un petit risque supplémentaire. En plus, il y a des gènes tellement grands, tels que UH2A, qu'il ne faut pas deux vecteurs, il en faut 4. Donc là, on divise l'efficacité par 4. Donc, le défi qu'on a soulevé, c'était d'essayer d'avoir un vecteur pour amener ces grands gènes. Et c'est ce qu'on développe en collaboration avec une autre équipe ici à Montpellier, qui est une plateforme de vectorologie. Donc, pour tester, donc on a démarré un projet pour tester la capacité de ce grand vecteur pour toucher les cellules rétiniennes. Donc, ceci n'a été pas regardé auparavant. Et donc, on a voulu tout de suite partir dans un contexte humain en utilisant les organoïdes humains. Donc, comme j'ai dit, ces organoïdes, ils ont une couche de photorécepteurs au bord. Et ce couche est vraiment fidèle à ce qu'on voit dans l'œil, dans le sens qu'on a tous les noyaux de photorécepteurs qui sont alignés, qui donnent un bord blanche aux organoïdes quand on les regarde. Et à l'extérieur, ils ont comme beaucoup de cheveux. Et ces cheveux, en fait, sont toutes les parties externes des photorécepteurs, les parties qui interagissent avec la lumière. Et nous pouvons colorer les photorécepteurs dans ces organoïdes. Et quand on fait ça, on voit toute la surface est couverte de cellules vertes ou violettes, dépendant des couleurs qu'on utilise. Et aussi, si on colore séparément les cônes et les bâtonnets, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup moins de cônes que de bâtonnets, qui est normal parce que 95% de nos photorécepteurs sont des bâtonnets. Donc, à nouveau, avec ces petits mini-rétines au laboratoire, on reproduit la situation dans nos yeux. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a voulu faire, c'est étudier, c'est est-ce que ce vecteur peut rentrer dans les photorécepteurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à l'intérieur un gène qui code pour une protéine qui fluoresce verte. Donc, si le gène rentre dans les photorécepteurs, on va aller voir tous les photorécepteurs allumés en vert. Et c'est ce qu'on a vu. On a mis sur les organoïdes et toute la surface est devenue verte parce que ce vecteur est rentré dans les photorécepteurs. Et en plus, si on a essayé de colorer des cellules, d'autres cellules qui sont à côté des photorécepteurs dans notre rétine, ça s'appelle des cellules de Müller. On les a colorées en rouge pour regarder si également ce vecteur rentre dans ces cellules. Parce que s'il fait ça, ça veut dire qu'on va diminuer la quantité parce qu'il va rentrer dans deux types cellulaires différents. Mais en fait, on a vu que non, que vraiment ce vecteur, il aime les photorécepteurs et il aime rentrer dans les photorécepteurs. Et l'autre chose qu'on a regardé, c'est est-ce qu'il rentre que dans les bâtonnets ou est-ce qu'il peut rentrer dans les cônes aussi? Et donc, pour cela, on a coloré des cônes
d'une couleur spécifique. Donc, on a regardé que les cônes. Et on a vu qu'effectivement, quand on met les cônes en rouge, le vecteur est verte, ça fait du jaune. Et on a vu beaucoup de cônes marqués jaune, qui veut dire qu'ils touchent les photorécepteurs, les bâtonnets, excusez-moi, et les cônes. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ces résultats sont assez récents. Avant ça, je vais vous dire, on a également posé les questions pour l'épithélium pigmentaire. Et on a fait les mêmes expériences. On a généré de l'épithélium pigmentaire humain. On a mis le vecteur. Et pareil, là, on voit que les cellules de l'épithélium pigmentaire, également, ils peuvent prendre le vecteur et expriment la protéine qu'il contient. Donc, tout ça était très encourageant. On était très heureux. Et donc, quelle est la prochaine étape? Et c'est ça qu'on fait actuellement. On s'est dit qu'il faut vraiment qu'on montre qu'on peut le faire pour un gène spécifique rétinienne. Donc, pour ça, comme première étape, on a généré des organoïdes, cette fois-ci de patients, avec une altération dans le gène ABCA4. Et on a commencé à les comparer aux organoïdes d'un individu sain. Et déjà, en colorant des organoïdes, on commence à regarder et à voir des différences entre les organoïdes sains et celles de patients. Donc, on commence à identifier des mesures, des choses qu'on va pouvoir examiner une fois traitées pour dire que le vecteur marche. Et donc, on vient de générer également un grand vecteur donc, qui porte le gène ABCA4. Donc, cette fois-ci, pas comme les essais cliniques où il est divisé, le gène est entier dans un vecteur. Et on vient de traiter ces organoïdes. Donc, on les a traités, on va les laisser vieillir et après, on va les examiner. Et ce qu'on espère voir, c'est qu'on peut les faire revenir d'avoir le même aspect que celle d'un individu sain. Et dans cette façon, on aurait validé le vecteur et on va, j'espère, pouvoir un jour le ramener vers des essais cliniques chez l'homme. Donc, j'aimerais remercier toute l'équipe Vision, qui est vraiment une équipe super. Vous avez entendu déjà Béatrice tout à l'heure, Isabelle est là. C'est une équipe dynamique et vraiment, c'est un plaisir de travailler avec eux. J'aimerais remercier également nos collaborateurs ici sur Montpellier. Je remercie beaucoup les patients qui nous font beaucoup de confiance en nous donnant le morceau de peau et les cellules. Et j'aimerais remercier les financements qui ont été utilisés pour ce projet et en particulier le soutien donc de l'IRRP. Et je vous remercie de votre attention et je suis à vous si vous avez des questions. On a des questions pour Vicky sur Stargardt, peut-être, sur cette nouvelle approche, ce traitement. Cédric, il n'est pas là? Si, il est là-bas, je le vois. Ça le concerne, il peut poser une question. Allez, Cédric. Il est estomaqué, il n'arrive pas à réaliser. On travaille, tu vois, à Montpellier, il travaille que pour toi. Moi, j'ai pas vraiment une question à poser, Vicky, mais je suis vraiment contente d'entendre que enfin, pour la maladie, le gène ABCA4, il faut 2 véhicules parce que le gène est très grand, mais on va certainement y arriver. Moi, on avait fait un prélèvement de peau. C'est Isabelle qui avait fait ce prélèvement de peau pour que le laboratoire de Montpellier travaille là-dessus. J'espère que ça portera ses fruits et que les jeunes qui sont concernés par cette pathologie avec ce gène, ce grand gène, sera traité bientôt. Merci beaucoup l'équipe de Montpellier, en tout cas. Avec plaisir. Voilà, Serge, je te rends le micro.
Et alors, Vicky, parce qu'on a vu ce matin qu'il y a beaucoup de traitements en fait sur Stargardt en ce moment, parce que il y a votre développement, mais il y a aussi les dual vecteurs, mais il y a aussi CRISPR-Cas qui commence à se développer, puisque à Bâle, en fait, ils ont fait aussi une stratégie de cette sorte. Qu'est-ce qui va être le mieux? Alors, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu dirais aux patients si tu devais les convaincre de prendre ta stratégie? Ah, ouf. Euh, oui, il y a beaucoup de stratégies et je pense que c'est important qu'on étudie plusieurs parce qu'en fait, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, déjà, le dual vecteur, comme on a dit, c'est une bonne première étape, mais on verra l'efficacité. Donc, je pense effectivement d'avoir un vecteur va être plus efficace que deux. La stratégie de Bâle, c'est ce qu'on appelle une édition génique, c'est une édition, c'est-à-dire, en fait, on va revenir pour des mutations spécifiques et on va essayer de modifier la mutation qui existe. Donc, c'est une bonne approche. L'efficacité également est à voir. Le problème, c'est que celui-là, par contre, il ne va pas traiter tous les patients. Ça voudra dire qu'il faut qu'on fasse une stratégie similaire pour différentes mutations. Et donc, probablement, on ciblera pour des raisons économiques des mutations très récurrentes pour pouvoir toucher beaucoup de patients avec le même produit thérapeutique. Donc, c'est vrai pour moi, la stratégie toujours qui est celui-là qui est le plus universel, c'est quand même le remplacement génique parce que dans les maladies récessives, en tout cas, on pourra toucher le patient malgré la mutation. On va pouvoir toucher tous les patients en théorie. Mais comme je dis, il faut pour moi qu'on développe toutes les maladies, en tout cas en toutes les thérapies, en tout cas au niveau recherche, parce qu'on ne sait jamais lequel, une fois qu'on arrive aux essais cliniques, lequel va se vraiment montrer le plus efficace. Donc, il faut toujours qu'on continue la recherche, surtout. Une question là-bas? Oui, moi je voulais juste savoir comment vous avez fait, comment vous avez choisi par exemple, sur ECHR2A, vous avez pris celui-là parce qu'il faut 4 vecteurs, si j'ai bien compris. Pourquoi plus celui-là? Et est-ce que derrière, vous étudiez aussi pour développer sur les autres types de chair ou c'est un après l'autre? Alors, donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est on a ciblé ABCA4 parce que c'est grande, mais c'est pas trop grande. Et c'est la cause plus prévalente de maladies qu'on va donner. Et pareil, effectivement, on fait UH2A parce que, pareil, c'est très, très prévalent, très, très fréquent dans les maladies bêta-glucanes. Donc, on se dit, pour démarrer, on va traiter on va commencer avec ces deux gènes, mais complètement. Ce vecteur, si on peut montrer que c'est efficace pour ces gènes, il va être appliqué pour toutes les gènes qu'on peut imaginer. Et effectivement, le prochain sur nos listes qu'on aimerait en troisième position commencer à regarder est myosine θ, qui est également un autre gène de UH2A. Donc, mais oui, quand on travaille, on fait une preuve de concept pour un, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps, jusqu'à on est sûr que ça marche et après, on peut démarrer tous les autres à la suite. D'autres questions? Oui. Et du coup, Vicky, les essais cliniques, c'est la prochaine étape, d'après ce que j'ai compris. C'est prévu pour quand, du coup? Non, la recherche est plus longue que ça, malheureusement. En fait, la prochaine étape, là, on est dans les organoïdes. Déjà, pour ABCA4, on a démarré en collaboration avec une équipe aux États-Unis qui ont un modèle de chien de ABCA4. Alors, les modèles de chiens, comparés aux modèles souris, ils sont très bien pour les yeux humains. Ils ont la même structure, presque la même taille. Et les maladies chez le chien reproduisent vraiment la maladie chez l'homme. Donc, on a démarré des injections dans des chiens avec ce vecteur pour voir déjà qu'est-ce que ça fait au niveau de la rétine, est-ce que ça va. Et après, on va regarder si on peut traiter ces chiens. Et une fois, espérons, croisons les doigts que ça marche,
bah, c'est là où on peut vraiment commencer à réfléchir pour les essais cliniques. Mais avant qu'on arrive là, il faut qu'on montre surtout que ce vecteur ne va pas faire plus d'endommagement dans la rétine, qu'il va être vraiment sécure, qu'il ne va pas faire des problèmes, parce que c'est la dernière chose qu'on veut, c'est empirer la situation dans la rétine du patient. Donc, je dirais, on a un bon, disons, pour être sûr de tout ça, encore peut-être 5 ans devant nous pour être sûr de vecteur avant qu'on puisse même commencer à considérer les essais cliniques. On est vraiment tout au début. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas plus de commentaires, de questions, on va remercier Vicky. Merci beaucoup Vicky et désolé du retard. Merci. Aucun souci. Merci.